Jungle amazonienne en Bolivie. Cet après-midi, 2 sections de l'armée partent en mission. Pas d'armes à la ceinture, mais des machettes. Cette région du Chaparré a déclaré la guerre à la coca, une plante dont est extraite la cocaïne. Une drogue dure que la Bolivie produit de plus en plus. À mes ordres, débarquez! Les plantations de coca sont cachées dans la forêt, à l'écart des routes et des regards. Le gouvernement bolivien a chargé ses jeunes militaires d'aller les éradiquer. Mais surprise, quand ils trouvent un premier champ à détruire, il n'y a plus une seule feuille de coca sur les branches des arbustes. Et apparemment, c'est souvent le cas. Dès que les cultivateurs apprennent notre venue dans le coin, ils récoltent toutes les feuilles. Ils savent que nous allons tout détruire. Alors ils en profitent au maximum. Il y a visiblement des fuites sur la mission des militaires. Pourtant, le chef de section ne se démonte pas. Le message à faire passer aux journalistes est bien rodé. Soldats, nous sommes ici pour accomplir la mission de notre gouvernement suprême. Éradiquer les champs de coca illégaux dans ce secteur pour en finir avec le trafic de drogue dans notre pays. Soldats, en avant, marche! Et il y a du boulot, car les cultures de coca clandestines comme celle-là ont envahi une grande partie du pays. Coupez, coupez bien! Allez, allez! Avec cette démonstration, l'armée bolivienne veut nous faire croire qu'elle contrôle le phénomène. Ce n'est manifestement pas le cas partout, comme nous le confirme ce policier venu assurer la sécurité des jeunes soldats. Dans une zone entre Santa Cruz et le Chaparré, ni ce groupe d'éradication, ni les forces spéciales ne peuvent pénétrer dans la jungle. Les narcotrafiquants nous bloquent le passage. Nous venons en fait d'assister à une opération de propagande destinée aux médias étrangers. Sous la pression internationale, le gouvernement veut donner l'impression qu'il prend au sérieux la lutte antidrogue après des années de laisser-aller. En déplacement ce jour-là dans le Chaparré, le président Evo Morales, lui-même ancien cultivateur de coca, n'a pas voulu répondre à nos questions. Nous souhaitions l'interroger sur la recrudescence de la production de cocaïne dans son pays. Je ne pense pas qu'il veuille vous voir. Alors il faut vous pousser. S'il vous plaît, poussez-vous. Evo Morales refusera également toutes nos autres demandes d'interview. La coca et la cocaïne, un sujet très sensible qui embarrasse tout particulièrement le président bolivien. La Bolivie, des paysages légendaires, cordillère des Andes, lac Titicaca, Altiplano. Un pays situé au cœur de l'Amérique du Sud, grand comme 2 fois la France et peuplé de seulement 10 millions d'habitants. Evo Morales est à la tête de la Bolivie depuis 2006. Et s'il s'est fait connaître dans son pays, c'est précisément grâce à ses prises de position en faveur de la coca. Je veux démontrer au monde entier que la coca n'est pas de la cocaïne et que ce n'est pas un poison pour l'homme. Et pendant une conférence internationale contre le trafic de drogue à Vienne, Evo Morales n'hésite pas à brandir une feuille de coca, symbole de la culture andine. Car la coca est une plante traditionnelle dans les Andes. Comme stimulant, coupe-faim ou pour lutter contre le mal de l'attitude, elle est mastiquée quotidiennement. Depuis des millénaires, elle sert aussi d'offrande à la Pachamama, la déesse terre. Aujourd'hui, cette plante sacrée fait vivre 1 habitant sur 6 en Bolivie. Mais en 1961, l'ONU l'inscrit sur la liste noire des produits stupéfiants, car la consommation de cocaïne explose dans le monde, surtout dans les années 80.
la petite feuille de coca devient le nouvel or vert pour les paysans des Andes. Et comme il faut beaucoup de feuilles pour extraire quelques grammes de cocaïne, les plantations de coca se répandent dans tout le pays. Aujourd'hui, la Bolivie est devenue un des plus gros producteurs de cocaïne au monde. Un Eldorado pour les trafiquants de drogue étrangers comme Jean, un Français qui sort tout juste d'une prison bolivienne. Je peux dire que j'étais dans la prison la plus folle du monde. Nous rencontrerons également des cultivateurs de coca que le narcotrafic arrange bien. Plus ils font de business, plus ça nous convient. Nous accompagnerons dans la jungle les forces spéciales de la lutte antidrogue qui se sentent parfois démunies face à l'explosion des cultures de coca. Chaque année qui passe, il y a de plus en plus de laboratoires de cocaïne. Nous suivrons l'enquête d'une procureure dépassée par les ruses des trafiquants de cocaïne. Probablement que la majorité arrive à s'échapper. Nous entrerons dans l'étonnante prison de San Pedro où de gros bonnets du trafic de cocaïne ne mâchent pas leurs mots sur la complicité des autorités boliviennes. La police m'a demandé 5 millions de dollars. Nouveau cartel, tourisme de la drogue, nous allons vous raconter comment la Bolivie est devenue l'un des principaux pays producteurs de cocaïne au monde. Un trafic sur lequel les plus hautes autorités semblent fermer les yeux. Notre enquête commence à La Paz, la capitale administrative de la Bolivie, perchée à 3700 mètres d'altitude. C'est la ville préférée des touristes. La nuit, dans les quartiers fréquentés par les voyageurs étrangers, beaucoup de chauffeurs de taxi connaissent les bars. Un nom de code, car aucun guide touristique ne les mentionne. Ce sont des établissements illégaux. C'est à cause de la cocaïne qu'on peut se procurer à l'intérieur. C'est pour ça qu'ils changent toujours d'endroit. Les bars, ce sont les bars à cocaïne clandestins de La Paz. Uniques au monde, leurs adresses ne se refilent que grâce aux bouches à oreille. Comme moi, je travaille devant les boîtes de nuit, comme le Malegria. Eh bien, ce sont les patrons qui me refilent leur adresse. Et il y a beaucoup de touristes qui vont dans ces bars? Ouais. C'est même interdit aux Boliviens. Il y a des gens du monde entier à l'intérieur. Des Européens, des Américains. Des repères de touristes amateurs de drogue. Celui où nous allons ce soir est situé dans un bon quartier de la ville, à quelques rues seulement du palais présidentiel et du siège de la police. À l'extérieur, un gorille attend le touriste. C'est ouvert? Oui, c'est ouvert. La grille d'entrée est cadenassée. L'entrée, c'est 1 € par personne. Le bar est situé à l'étage, derrière une seconde porte, elle aussi bien gardée. À l'intérieur, tout a l'apparence d'une discothèque ordinaire. Au fond, une table est occupée par un groupe de touristes. Bonsoir. Vous savez si la qualité de la cocaïne est bonne ici? Ouais, c'est de la bonne. Et vous venez d'où? De France. France? Alors elle est certainement meilleure que chez vous. Et meilleur qu'en Irlande aussi. De toute façon, pour ce qu'elle coûte ici, lâchez-vous. Nous sommes à peine assis que le serveur nous interpelle. 1 gramme de cocaïne? C'est combien un gramme? 1 gramme, c'est 15 €. Combien? 15. Allons-y pour 1 gramme. Nous rejoignons la table occupée par les touristes. Une Américaine, un Irlandais, un Néo-Zélandais et un Australien, tous venus profiter de la cocaïne bolivienne à bas prix. Inconcevable en France, ici personne ne se cache. L'ambiance est détendue, comme si l'on était dans un bar normal.
La nuit promet d'être longue. Les bars sont ouverts jusqu'à 10 h du matin. Des dizaines de touristes défileront autour de cette table en toute impunité. Les descentes de police sont très rares. Santé in French. What do you say in New Zealand? Cheers. Cheers. Ce laxisme des autorités attire également vers la Bolivie des trafiquants internationaux. Ce matin, à La Paz, nous avons rendez-vous avec Jean, un Français de presque 60 ans, fiché au grand banditisme. Gracias, señora. Jean vient de passer 19 mois en prison pour trafic de drogue. L'homme entame sa première journée au grand air. Ça fait du bien la liberté. C'est mon premier déjeuner en liberté. C'était pour le petit-déj en prison. Ah, t'y es fou, toi. Y'a rien, rien. Faut que tu te démerdes tout seul. Le café, le meilleur, c'est de prendre te chauffer de l'eau et te faire ton petit café. Une expérience difficile. Pourtant, Jean est un habitué de la vie carcérale. Il a déjà passé presque 15 ans de sa vie derrière les barreaux, souvent pour trafic de stupéfiants. J'ai fait des années de prison. Hein. Autriche, Hollande, Angleterre, Pérou, Bolivie et la France. Ça commence à faire, hein. Mais il y a un mec qui a dit, dans un bouquin, si tu veux pas te brûler, tu rentres pas dans la cuisine. Alors je vais plus rentrer dans la cuisine, pour éviter de me brûler. Ces dernières années, c'était la cocaïne qu'il cuisinait, qu'il conditionnait pour lui faire passer les frontières. Et t'as beaucoup cuisiné? Un peu, ouais, un peu trop. J'ai un peu trop mis les mains dans la farine. Jean s'est fait arrêter à La Paz en 2009, en possession de 3 kilos de cocaïne. Il était venu en Bolivie pour se refaire, profiter de sa drogue bon marché. Car quelques années auparavant, il était tombé pour 7 kilos de poudre, au Pérou. Alors quand une grosse affaire de stup fait la une de la presse, ça l'intéresse. Oh putain, c'est chaud, hein. 6 personnes sont mortes avec un avion que les narcos ont utilisé. Ah ben ici, les histoires de narcos, hein, c'est toutes les semaines. Hein. C'est vraiment chaud ce pays. Hein. Il vaut mieux vite partir. Hein. Jean veut désormais fuir la Bolivie, car sa liberté n'est que conditionnelle. Pour l'obtenir, il a versé 10 000 $ à un bon avocat. Et il risque toujours 15 ans d'enfermement dans la prison de San Pedro. Alors regarde, tu vois le toit là? Tu vois la guérite? Tu as un toit en pente. Là, c'était ma cellule. C'est un truc de fou ici, où tu as de l'argent, tu t'achètes une cellule. Et moi, je l'ai loué 100 $ par mois. Donc, ils ne te donnent rien à manger. Et si ce n'est pas d'argent, tu es mort. Hein. Des mauvais souvenirs, comme le jour de son arrestation. J'enregistre mes bagages. Ça passe comme une lettre à la poste. Mon vol, La Paz Santa Cruz, c'était à 7h30. Ils l'ont retardé jusqu'à 10h30 du soir. J'ai senti le truc, mais j'étais dans le piège, puisque je ne pouvais plus récupérer mes bagages. J'avais mon billet d'avion qui était enregistré, j'avais ma place et tout. Bon, ils ouvrent la mallette, ils trouvent les plaques, 3 plaques d'1 kilo. Imagine-toi, ils essaient de gratter pour sortir. Et la preuve de la cocaïne, il n'y a rien du tout, il n'y a aucune preuve. Rien. Ça ne réagit pas. Après, ils ont creusé. Et à un moment donné, ça a viré au bleu. Bonsoir. Un test chimique qui vire au bleu, c'est la preuve que Jean transportait bien de la cocaïne. Mais en Bolivie, les étrangers ne restent pas longtemps en prison. Car avec quelques milliers de dollars, il est possible d'acheter sa liberté conditionnelle. Ne reste alors plus qu'à fuir le pays avant le procès. Santa Cruz, à 500 km de La Paz, c'est la capitale économique du pays et c'est ici que la plupart des trafiquants de drogue étrangers comme Jean organisent leur business. Cette ville est devenue la plaque tournante du trafic de cocaïne en Bolivie. De son aéroport décollent les vols directs vers l'Amérique ou l'Europe.
Comme ce jumbo jet en direction de Madrid cet après-midi. Les trafiquants préfèrent éviter les escales. Dans la foule du hall des départs, le lieutenant Henry, officier des forces spéciales antidrogue, n'a pas son pareil pour les démasquer. Il est à l'affût du moindre comportement suspect. Et ça ne tarde pas. Qu'est-ce qui se passe? En bas, il y a un passager. Suspect. Pour l'attendre, le policier se rend dans la zone des fouilles. C'est une personne un peu nerveuse qui porte une chemise rouge. Elle doit être américaine ou européenne. Elle a une chemise rouge. Sur ce vol direct pour Madrid, tous les passagers sont contrôlés et fouillés minutieusement, un par un. Une dizaine de policiers antidrogue est mobilisée. Car l'Espagne, c'est la destination préférée des trafiquants. Une porte d'entrée de la drogue en Europe. Au bout de quelques minutes, un homme en chemise rouge se présente. Vos papiers, s'il vous plaît. Je vis en Bolivie, mais j'ai la nationalité allemande. Où vivez-vous en Bolivie? Ici à Santa Cruz. L'homme semble nerveux. Il ne quitte pas des yeux son bagage. Au toucher, le fond de la valise semble douteux. Les policiers antidrogue sont sur leur garde. L'inspecteur décide de percer le fond. Bingo, de la poudre blanche qui a l'odeur de la cocaïne. Monsieur? C'est quelqu'un qui me l'a donné en bas. Qui? Un homme. Même s'il prétend avoir reçu cette valise, c'est bien un cas positif. Monsieur, vous êtes en train de transporter de la drogue. Accompagnez-le au bureau. Luigi, positivo el caso. Fais quand même attention à lui. Encadré de près par plusieurs policiers antidrogue, l'homme à la chemise rouge cherche encore à se disculper. Il décrit au policier la personne qui lui aurait remis cette valise. C'est quelqu'un qui porte une chemise jaune et un pantalon foncé. Ce n'est pas le mec là-bas à côté de la porte? Non, non. Non, ce n'est pas lui. Il portait un jean plus foncé que le mien, presque noir. Mais les policiers ne trouveront aucune trace de cette personne dans l'aéroport. Le lieutenant Henry décide alors de commencer l'interrogatoire. Comme vous savez, les délits de trafic de drogue sont punis par la loi. Vous saviez que vous transportez de la drogue? Non, un monsieur m'a seulement demandé d'apporter la valise à un homme en Espagne. Combien vous a-t-il payé? 5 000 $. Il devait me payer à mon retour. Le lieutenant Henry connaît la chanson. Il doute de l'existence de cette personne qui pourrait pourtant innocenter le suspect. Sans attendre, il décide de procéder au contrôle approfondi du bagage. La valise est bien garnie. Les policiers ressortent 5 paquets. Vous êtes dans une situation très délicate. Vous avez été pris en flagrant délit. Maintenant, en ce qui concerne la valise, on va pratiquer le test de vérité pour voir si ce que vous transportez est effectivement de la drogue. Pour pouvoir mettre l'homme en garde à vue, les policiers doivent être sûrs à 100% que la marchandise transportée est bien de la cocaïne. Regardez, monsieur. Si le test devient bleu turquoise, c'est de la cocaïne. Avec cette réaction chimique, nous pouvons maintenant affirmer que c'est bien de la cocaïne. C'est même de la cocaïne de très bonne qualité. Ça a immédiatement changé de couleur. Sur la balance, 7 kilos de cocaïne pure. Le lieutenant Henry est lui-même surpris par la quantité. C'est beaucoup de drogue. Beaucoup trop de drogue pour une si petite valise. C'est une affaire exceptionnelle. Une fois en Espagne, cette valise pleine à craquer de cocaïne pure
aurait pu rapporter jusqu'à 2 millions d'euros à ses revendeurs. Le trafiquant présumé vient d'apprendre qu'il risque jusqu'à 20 ans de prison et il s'effondre. Il m'a menti. Il m'a dit que je pouvais aller visiter ma famille. Il m'a dit qu'il allait me payer. La seule chose que je devais faire, c'est transporter le paquet parce que je suis infirme. Ma famille va m'en vouloir. Ma fille va être très fâchée contre moi. Des larmes qui n'impressionnent pas le lieutenant Henry. Les personnes arrêtées avec de la drogue donnent toujours la même version. Il y a deux possibilités, soit elles mentent, soit c'est le mode opératoire des trafiquants de drogue. Ils recherchent une personne lambda, lui proposent de l'argent et d'une certaine façon la sacrifient. Beaucoup savent très bien ce qu'ils transportent. Ils savent très bien et ils nous mentent. Chaque semaine, à l'aéroport international de Santa Cruz, 1 ou 2 narcotrafiquants comme celui-ci sont arrêtés. Mais tous les passeurs ne se font pas prendre. L'ONU estime que plus de 80% de la cocaïne produite en Bolivie est exportée hors du pays. Jusqu'à quel point les autorités boliviennes sont-elles complices? Le pays peut-il basculer vers un scénario à la mexicaine, avec des seigneurs de la drogue tout-puissants? Pour le savoir, nous sommes d'abord partis à la rencontre des cultivateurs de coca. Rodrigo travaille au ministère chargé de la lutte antidrogue. Il a accepté de nous conduire dans les Yungas, une région du pays où la coca a envahi le paysage. Dans le coin, on ne peut pas dire aux gens « vous avez telle surface autorisée ». C'est illimité. Le producteur peut cultiver autant qu'il veut. C'est une zone traditionnelle et ancestrale. Depuis toujours, depuis les Incas, on cultive la coca ici. Sauf qu'aujourd'hui, il y aurait en Bolivie 3 fois plus de surface cultivée que les 12 000 hectares autorisés par la loi pour les usages traditionnels comme la mastication ou les offrandes. Les ancêtres ont bon dos. Les cocaleros plantent à tour de bras. Mais ils ne veulent pas que cela se sache. Ils craignent les campagnes d'éradication. Les gens ici ont toujours eu peur d'être filmés. Ils ont peur que les étrangers avertissent les Américains et qu'après ils viennent détruire, éradiquer leurs plantations de coca. Qu'est-ce que nous risquons en venant ici? À moi, ils peuvent me voler ma voiture. Et vous, ils peuvent même vous enlever, jusqu'à ce que les plus hautes autorités viennent vous libérer. Emmener des journalistes constater cette expansion peut être dangereux. Mais Rodrigo espère bien nous montrer un autre visage des cocaleros et de la coca. Il nous conduit chez les seuls producteurs en qui il a entièrement confiance, son père et sa mère. Sa famille vit de la feuille de coca depuis plusieurs générations. Avant, j'étais un vendeur de feuilles de coca et puis j'ai connu ma femme qui était cultivatrice et c'est comme ça que j'ai commencé à cultiver. Moi, ma mère et mon père sont nés ici et tous les deux étaient des cultivateurs de coca. Alors, on a continué le métier et puis on a aussi acheté des terrains. Un travail très physique, une vie rythmée par les 3 récoltes annuelles. Elle a pourtant bien changé depuis l'arrivée d'Evo Morales au pouvoir avec sa politique en faveur des cocaleros. Ici, le président est un véritable héros. Maintenant, il n'y a plus tous ces contrôles. Du temps du président Garcia, on était persécutés, considérés comme des bandits. On ne pouvait même pas cultiver un tout petit peu de coca. Ils nous contrôlaient, ils nous recherchaient, ils nous mettaient en prison. C'était toujours la même chose. Tout ça, c'est fini avec Evo Morales.
Une répression féroce qui déclenche un soulèvement des cocaleros au début des années 80. À leur tête, un producteur de coca, Evo Morales en personne. À l'époque, sous la pression de la communauté internationale, les cultures sont détruites à grande échelle. Washington finance largement ses campagnes d'éradication et de destruction. L'administration américaine prête ses hélicoptères et ses avions. Routes bloquées, affrontements avec les forces de l'ordre, la guerre de la coca va durer des années et provoquer la mort de dizaines de paysans. Alors, quand il arrive au pouvoir en 2006, Evo Morales, premier Amérindien à accéder à la présidence en Bolivie, met immédiatement fin aux violences à l'égard des producteurs de coca. Et pour se sentir totalement libre, en 2008, il expulse de son pays les agents de la DEA. Il accuse en effet l'administration américaine antidrogue de double jeu. Les agents américains de la DEA font de l'espionnage politique. Désormais, la voie est libre pour les planteurs de coca comme Don Choque. Et à 70 ans, le vieil homme a même décidé d'étendre ses cultures, puisque le nouveau président le protège. Tout ça, c'est de la coca que je viens de planter. C'est une nouvelle plantation qui date de janvier dernier. Dans 2 ans, ça sera la première récolte et je pourrai récupérer ce que j'ai investi. Pour l'instant, il n'y a encore rien. Don Choque possède aujourd'hui un joli petit domaine. J'ai un champ ici, un autre de l'autre côté et encore un juste à côté là-bas. Celui-là va jusqu'en bas, jusqu'à la rivière. La famille de Don Choque récolte la coca à la main. Rodrigo vient souvent aider ses parents. Un travail pénible que la mastication de la feuille de coca aide à supporter. Ça nous donne de la force, ça nous motive. Grâce à elle, on n'a pas de coup de mou. On en mâche tous les jours. Oui, on en mâche tous les jours. Une première fois le matin, une deuxième fois après le déjeuner, et la chic du matin nous fait de l'effet jusqu'à midi. La coca a une feuille aux nombreuses vertus. Et Rodrigo, comme tous les cocaleros, ne comprend pas pourquoi elle est interdite dans le monde entier, classifiée comme drogue par les Nations Unies. J'aimerais bien que les Nations Unies viennent vérifier notre réalité, qu'ils fassent de vraies études sur le terrain, et que ces gens qui n'ont jamais posé leurs pieds ici, qui n'y connaissent rien, arrêtent de décider sur nos traditions. Toute la Bolivie en prend. Nous ne sommes pas des drogués, on va bien. Nous n'avons pas de problème. Officiellement, la coca cultivée dans cette région est consommée traditionnellement. Difficile pour Rodrigo d'évoquer une autre réalité, le détournement de sacs de feuilles vers les laboratoires de cocaïne. C'est son père, au travail dans le champ d'à côté, loin des oreilles de son fils, qui accepte de nous la raconter. Lorsqu'il y a beaucoup de fabrication de cocaïne, le prix de la feuille de coca augmente. Il peut même grimper très rapidement. Quand les trafiquants ont des grosses commandes de cocaïne, leurs acheteurs sur le marché de la coca à la passe achètent tout, sans même discuter les prix. Donc, si j'ai bien compris, ça arrange les cultivateurs de coca quand les narcotrafiquants achètent beaucoup. Oui, bien sûr, on est très content. Plus ils font du business, plus ça nous convient. Cette forte demande des narcos en feuilles de coca peut même multiplier son prix par 2. C'est elle qui pousse les cocaleros à planter toujours plus. Pour autant, ils ne font pas fortune. Don Choque gagne entre 200 et 400 euros par mois. Juste de quoi vivre. Pour vendre ses récoltes, le vieil homme doit se rendre 1 ou 2 fois par semaine à La Paz, avec ce bus de nuit. Sur le toit, les sacs de coca des autres cultivateurs du village. Un voyage de plusieurs heures, très fatigant, avec à chaque fois l'espoir de vendre sa production au meilleur prix.
Il est 4 heures du matin quand nous arrivons enfin au grand marché de la coca de La Paz. Mais impossible de suivre plus loin Don Choque. S'il vous plaît, arrêtez de filmer. Ne filmez pas ou je vous prends la caméra. Vous comprenez? Ce n'est pas encore l'heure d'ouverture du marché. Revenez à 8 heures. Et là, vous pourrez parler avec un dirigeant. Notre caméra n'est pas la bienvenue. Ce marché de la coca est pourtant officiel. Alors nous décidons de revenir vers 8 heures du matin, demander l'autorisation de rentrer à un dirigeant. C'est le même garde qui nous accueille. Tous les dirigeants ont eu une urgence. Ils ont dû tous partir. Étrange. Mais selon nos informations, la police ne rentre pas ici. Le marché Adep Coca, c'est cette grande bâtisse de 4 étages, remplie de milliers de sacs de coca en provenance de tout le pays. À l'intérieur, une foule d'acheteurs. Si une partie de ces feuilles est bien revendue sur les marchés pour être mastiquée, une autre serait écoulée tout à fait illégalement auprès des trafiquants de cocaïne. Selon un rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, les 2 tiers des feuilles de coca produites en Bolivie servent à la fabrication de cocaïne. Nous décidons alors de nous rendre dans cette région où est fabriquée la cocaïne. Elle se trouve à seulement quelques heures de La Paz, derrière les hauts plateaux de l'Altiplano. C'est au bout de cette route que sont cachés les laboratoires de cocaïne, entre Cochabamba et Santa Cruz, un axe majeur du trafic de drogue en Bolivie, situé au cœur de la jungle amazonienne. Nous avons rendez-vous avec les forces spéciales de la lutte antidrogue. Mais surprise, pour surveiller cette région sensible, ils ne sont que quelques dizaines d'hommes. « 2 heures du matin, une patrouille va partir en mission. C'est l'heure où dans la jungle, les laboratoires de cocaïne tournent à plein régime. Chaque nuit, ils se font livrer clandestinement des sacs de feuilles de coca. Cette patrouille est chargée d'empêcher les livraisons et de saisir un maximum de sacs de coca comme ceci. Le sous-lieutenant Tania est le chef de groupe. Nous partons avec elle. Section, vous pouvez embarquer dans les véhicules. Elle dispose seulement d'une dizaine d'hommes pour surveiller 300 km de route. Une mission difficile, mais pas impossible, selon la policière. C'est la seule route qui va de Cochabamba à Santa Cruz. Tous les trafiquants doivent forcément passer par là. Le premier point de contrôle est installé à quelques kilomètres de la base, après un péage stratégique impossible à contourner par des chemins de traverse. Le premier chargement de feuilles de coca ne tarde pas à arriver. C'est un transport de coca et on va tout contrôler. Il n'y a pas de problème, je vous ouvre la bâche. D'où venez-vous? De La Paz. De La Paz? Et vous allez où? À Santa Cruz. À Santa Cruz? Merci. Dans la benne, sous les couvertures, des dizaines de sacs de coca. Les propriétaires sont obligés de voyager avec leur récolte. 6 sacs maximum par personne. C'est la loi en Bolivie. Et à chaque contrôle, ces paysans doivent prouver qu'ils sont en règle. Fernando Fernandez, vous avez l'autorisation? Vous pouvez me la montrer? Sans ces précieuses autorisations, cette coca serait illégale et immédiatement confisquée. Là, c'est un chargement légal apparemment. C'est destiné à la vente dans les kiosques, les boutiques. Ce n'est pas pour les narcotrafiquants. Cette fois-ci, rien d'anormal. Mais moins d'une demi-heure après le début des contrôles, Tania décide tout d'un coup de lever le camp.
Elle a repéré un indique des trafiquants, assis à proximité du péage. Ce type de personnes, on les appelle des alarmes. Cette personne, elle est là pour nous observer et après pour dire que nous sommes partis. C'est comme ça qu'ils arrivent à nous surveiller. Après, cette dame va faire passer de la coca illégale. La patrouille de Tania décide alors de tendre une embuscade aux trafiquants. Elle s'installe un peu plus loin, dans l'obscurité, loin des habitations. Il faut beaucoup de patience avec toutes leurs alarmes. Parce que nous savons qu'ils nous observent et on doit en permanence jouer au chat et à la souris. Sur la route, ces hommes positionnent le point de contrôle. Il faut faire vite. Des indices circulent incognito. Les policiers recherchent l'effet de surprise et ça marche plutôt bien. Pourquoi vous n'êtes pas arrêté? Je suis désolé, je vous ai pas vu. Les premières fouilles ne donnent rien. Quand soudain une voiture force le passage. Elle est prise en chasse par les policiers. Il leur faut moins de 2 minutes pour rattraper les fuyards. Oh, bande de maudits, doucement, il y a une femme là, il y a une femme. Allez, monte dans la voiture. Hé, faut arracher le téléphone portable de la dame. Ça va être pire si tu ouvres pas. Allez, descends, descends. La voiture est pleine de sacs de coca. Qu'est-ce qui se passe? C'est de la coca. C'est de la coca illégale qu'ils transportent. Les policiers décident d'embarquer les 2 suspects. Mais la femme résiste. Il faudra 3 policiers pour la maîtriser. Il faut monter, monte. Il ne faut pas résister. On vous emmène sur la base. Tu vas te faire mal. Ne résiste pas. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Il faut vous calmer. Ne résistez pas. Eh, lâchez-moi, je veux pas y aller. Il faut vous reprendre, madame. Faites ce que je vous dis. Faut se calmer. Calmez-vous. S'il vous plaît, je dois vous passer les menottes. Très souvent, les gens sont agressifs. Parce que là, elle sait qu'elle va perdre sa coca et sa voiture. La voiture va être confisquée et la coca va être saisie parce qu'elle n'a pas de document légal. C'est très certainement un transport de coca pour les narcotrafiquants. Allez, on y va. Ces narcotrafiquants, ce sont les propriétaires des laboratoires de cocaïne. Ils ont à leur service une armée de petites mains, prêtes à tout pour gagner un peu d'argent. Je devais gagner avec ce travail 5 €. Qu'est-ce qui va m'arriver? De retour à la base, les policiers antidrogue déterminent très vite que l'homme n'est pas le mari, mais un chauffeur embauché par cette femme. Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous ne vous êtes pas arrêté? Mais j'aurais bien voulu m'arrêter. Mais la dame m'a dit d'accélérer, alors j'ai obéi. Le vrai propriétaire de la marchandise, c'est elle. Elle n'est pas enregistrée comme productrice de coca et n'est donc pas autorisée à en transporter. Mais depuis l'arrivée d'Evo Morales au pouvoir, ces petits producteurs qui alimentent le trafic ne risquent plus la prison. Seule sanction prévue, la confiscation de leur véhicule et de la marchandise.
Peut-être qu'on va punir cette dame parce qu'elle était agressive, mais on ne va pas la mettre en prison. Ici, dans le Chaparrais, la circulation de la coca est libre. Ce n'est pas considéré comme un délit. Et pourtant, ces 15 sacs pourraient permettre de fabriquer 1 kilo de cocaïne. Pour limiter la production de cocaïne, une seule solution: détruire les laboratoires cachés dans la jungle. Encore faut-il les trouver. À quelques kilomètres de la base, cet après-midi-là, nous nous joignons à une section des commandos antidrogue qui part à leur recherche. Une expédition semée d'embûches. Les narcotrafiquants s'installent toujours loin des routes, de l'autre côté des rivières. À découvert, les policiers sont sur le qui-vive. Le sergent Andia, policier antidrogue depuis 10 ans, patrouille ici régulièrement. C'est un des meilleurs pisteurs de son unité. Il sait que derrière ces kilomètres de berge se cachent des dizaines de trafiquants armés. Il n'hésiterait pas à tirer sur les policiers pour leur échapper. C'est mieux de passer par la rivière pour trouver des indices. Les trafiquants de drogue laissent toujours des empreintes au sol, des traces de leur passage. C'est grâce à ces indices qu'on arrive à repérer où ils sont. Ils ont dû monter par ici. T'es sûr? Ouais, par là, par là. Juste ici, là. Il doit y avoir un laboratoire de cocaïne qui est caché. Allez, on y va, on y va. Une percée dans la jungle, c'est un début d'indice. C'est un laboratoire de cocaïne. Le sergent Andia a vu juste, mais ce laboratoire est abandonné, aucune trace des trafiquants. Sauf leurs déchets qui jonchent encore le sol. C'était un laboratoire de cocaïne. Voilà les sacs. Les sacs qui ont servi à transporter la coca. S'il est si difficile de surprendre les trafiquants, c'est que les propriétaires de ces laboratoires de cocaïne utilisent des guetteurs. Regardez là-bas. Ce sont des pêcheurs. Ils préviennent souvent les trafiquants qu'on arrive avec leur téléphone portable. Un travail qui peut rapporter bien plus que la vente de poissons. Une autre patrouille des commandos antidrogue vient à la rencontre du sergent Andia. Elle a reçu des informations. Ils me disent qu'il y a quelque chose à côté du banc de sable. On va aller voir. On y va, on y va. Une fabrique de cocaïne encore en activité serait cachée au fond de ce bras de rivière. Les commandos veulent en avoir le cœur net. Ils décident de s'y engager. Mais plus ils avancent, moins il y a de profondeur. Le lit de la rivière est encombré de branches qui pointent à fleur d'eau. On est bloqué. Accroché au fond. Après une heure de progression très difficile, enfin les premiers indices. Des bidons en plastique qui servent à transporter l'essence nécessaire à la fabrication de la cocaïne. Le sergent Andia décide de débarquer. Dans le calme, car il sait qu'avec les guetteurs et le bruit des moteurs, les trafiquants sont déjà loin. Andia et ses hommes ont eu du flair. Regardez ce laboratoire de cocaïne. Il est récent et ils ont dû y travailler il n'y a pas très longtemps. Tout autour, un monticule de feuilles de coca déjà traitées. Et sur le site, cette fois-ci, toutes les traces d'une fuite précipitée. Un poste de radio, des vêtements qui sèchent au soleil, et même un porte-bonheur, un jouet appartenant à l'enfant d'un trafiquant. C'est la tradition. Ici, c'est le coin cuisine. Et là, leur cuisinière. Dans la gamelle, les restes du dernier repas. Et à côté, tout le nécessaire pour cuisiner.
Il y a des tomates, du riz, de l'huile à friture. Ils sont vraiment organisés. Ils ont tout ce qu'il faut pour bien manger, bien boire. Une vraie petite cuisine. Les hommes du sergent Andia fouillent le laboratoire. Ils savent que les trafiquants cachent toujours du matériel indispensable à l'élaboration de la cocaïne. Regardez, c'est là où ils stockent l'essence. C'est en laissant macérer la coca plusieurs heures dans cette essence que les trafiquants parviennent à extraire la cocaïne contenue dans les feuilles de coca. Et il en faut des centaines de litres. Juste à côté de cette première trouvaille, une barrique en plastique est découverte par le sergent Andia. Ici, ils ont encore du matériel, de l'acide. Il y a tout ce dont ils ont besoin. Il ne manque plus que la drogue. Seul reste le filtre, en tissu, qui a servi à séparer l'essence de la pâte de cocaïne. C'est les restes de cocaïne. Oui, c'est bien de la cocaïne. De la cocaïne. Et de la cocaïne, dans ce laboratoire, ils ont dû en fabriquer beaucoup. Ici, ils ont dû utiliser autour de 120 sacs de feuilles de coca, peut-être plus. Ils ont dû fabriquer environ 15 kilos. 15 kilos qu'ils vont pouvoir maintenant revendre. Une jolie quantité qui peut rapporter jusqu'à 25 000 € sur le marché local. Une fortune, presque 10 ans de salaire d'un ouvrier bolivien. Engagé depuis 10 ans dans la lutte contre la cocaïne, le sergent Andia ne se fait pas d'illusions sur l'efficacité de son combat. Chaque année qui passe, il y a de plus en plus de cocaïne. Et jour après jour, on constate aussi une augmentation des laboratoires. Faute de capturer des trafiquants, la seule solution pour limiter la production de cocaïne, c'est de détruire les laboratoires. Pour le sergent Andia, la cause principale de l'explosion du trafic en Bolivie, c'est l'absence de volonté politique, mais aussi le faible budget de la lutte antidrogue. Et cela depuis l'arrivée au pouvoir du président Evo Morales. Nous avons un vrai manque d'équipement. Par exemple, on n'a pas assez de munitions, d'essence. Pour les munitions, eh bien, on évite même de tirer pour les économiser. Ces opérations commando à travers la jungle étaient en grande partie financées par l'administration antidrogue américaine. Conséquence de son expulsion de Bolivie, le budget a été divisé par 3. Evo Morales n'a jamais comblé la différence. Des policiers d'élite en sous-effectif et mal équipés, une réalité que certains officiers supérieurs n'hésitent pas aujourd'hui à dénoncer. Est-ce que depuis l'arrivée d'Evo Morales au pouvoir, il a le sentiment que les narcotrafiquants sont devenus plus puissants? Les dis mi respuesta. Oui, oui, vous avez tout compris. Sí. Dans un sens. Sí. Para nosotros es peligroso. Mais pour nous, c'est dangereux de parler. Le vrai danger, c'est qu'aujourd'hui, les narcotrafiquants ont, en plus d'un pouvoir économique très fort, tout le pouvoir politique. Aujourd'hui, le trafic de drogue ne s'est pas calmé. Au contraire, il s'est intensifié. Mais ça reste entre nous, entre toi et moi. Le pouvoir serait-il impliqué dans le trafic de drogue? Pour en savoir plus, nous nous rendons à La Paz, à la prison de San Pedro, pour interroger des narcotrafiquants. Pour y entrer, nous avons payé plusieurs centaines d'euros à différents intermédiaires. Nous filmons ce jour-là clandestinement avec une caméra miniature. Une fois franchis les portes de cette prison, plus aucun gardien. C'est Walter, le chef des prisonniers, un trafiquant de drogue tombé pour 40 kilos de cocaïne, qui nous accueille
et va assurer notre sécurité. Je suis l'autorité la plus importante ici. C'est moi qui suis en charge de la discipline pour éviter les disputes. San Pedro ne ressemble à aucune prison européenne. Ce sont les prisonniers eux-mêmes qui s'occupent de tout. Avec ses 1700 détenus, c'est une petite ville dans la ville. Il y a des restaurants, des petites échoppes et même une garderie pour les enfants des prisonniers, car ici, certains vivent en famille. Walter habite le quartier San Martín de la prison. Et comme les autres détenus, c'est lui-même qui ferme à double tour la porte de sa chambre, pardon, de sa cellule. Vous avez la clé de votre propre cellule? Oui, j'ai la clé de ma propre cellule. Mais pour moi, c'est comme mon appartement. C'est pas très bien de dire cellule. J'aime pas ça. Moi, j'ai ma clé. Car ici, on court le risque que quelqu'un vienne nous voler. Et est-ce que les gardiens ont les clés des cellules? Non, seulement nous. Walter est même propriétaire de son logement. Il se l'est offert pour 1000 $. Et c'est la cellule la plus grande de San Pedro. Je l'ai achetée à quelqu'un qui a été libéré. Quand je sortirai d'ici, moi aussi je vais la revendre. Certains prisonniers ont les moyens. À San Pedro, un détenu sur 4 est incarcéré pour avoir trafiqué de la cocaïne. Alors à l'intérieur, le business continue. On peut acheter de la coke ici? Oui. C'est 2 €. Je n'ai pas de cocaïne là sur moi, mais je vais vous en trouver. Attendez-moi. Et quelques minutes plus tard, Walter est de retour. Je vais vous montrer. Ça, c'est ce qu'on consomme ici. Il y a de la marijuana, de la pâte base de cocaïne, et ça, c'est du cristal de cocaïne. Regardez comme il brille. La qualité de cette drogue est la plus pure qu'on puisse trouver. Cette qualité, c'est celle qui attire les trafiquants du monde entier et les représentants des cartels de toute l'Amérique latine. Dans une cellule voisine, au bout de ce couloir, nous avons rendez-vous avec un baron colombien de la drogue. L'homme a travaillé avec les narcotrafiquants les plus célèbres. Il s'appelle Chucho. J'ai fait du trafic avec Pablo Escobar, les Mexicains, Gacha, avec Carlos Castaño. Lors de son arrestation, Chucho a fait la une des journaux. Le chef de la police antidrogue bolivienne l'a accusé de vouloir organiser un gros trafic avec les cartels colombiens. Mais Chucho a une toute autre version de cette histoire. La police m'a demandé 5 millions de $. Ils m'ont dit que c'était pour leurs besoins et que comme ça, ils me laisseraient travailler. Et ces 5 millions de $, c'était pour quoi faire exactement? Trafiquer 1 an, 2 ans? C'est seulement pour pouvoir exporter de la drogue. Comme ça, je pouvais faire sortir 1 ou 2 avions complètement remplis. Un avion, c'est plusieurs centaines de kilos de cocaïne pure. Et cela représente des dizaines de millions d'euros. Le gouvernement est-il impliqué dans ce trafic? Ah oui, c'est le gouvernement qui gère tout. Ce sont eux les patrons. Evo Morales est-il également impliqué dans le trafic de drogue? C'est même lui qui donne la permission. D'ailleurs, s'il ne veut pas qu'on trafique, il nous fait arrêter. C'est pour ça que je suis là. Chucho dit avoir refusé de payer les 5 millions de $ demandés par les autorités. Le président Evo Morales n'a jamais été mis en cause personnellement dans le trafic de drogue. Mais ces derniers mois, plusieurs grosses affaires ont éclaboussé ses proches et deux hauts responsables de l'État. Dans une cellule voisine, un homme de l'entourage du président, son chaman, Valentin Merillones. C'est lui qui a consacré Evo Morales, chef suprême du peuple andin, juste après son élection à la tête de l'État. C'était en 2006.
le chaman qui a vu la lumière dans l'obscurité. Valentin Meriones, l'homme qui a deviné le triomphe d'Evo Morales dans la feuille de coca. Un parrainage gênant. En juillet 2010, le chaman du président est arrêté. On a découvert chez lui 240 kilos de cocaïne. Puis en février 2011, c'est l'ex-grand patron bolivien de la lutte antidrogue, le général Sanabria, qui est arrêté avec l'aide des Américains. L'ex-policier est accusé d'être à la tête d'un cartel international de narcotrafiquants, avec 15 autres fonctionnaires boliviens. Le groupe se préparait à exporter 2,5 tonnes de cocaïne, de la Bolivie vers les États-Unis. Le général Sanabria a aussi dirigé une cellule de renseignement au sein du ministère de l'Intérieur d'Evo Morales. Des scandales qui embarrassent le gouvernement. Après plusieurs demandes, nous avons pu rencontrer le nouveau ministre en charge de la lutte antidrogue. L'importance des délits commis sont d'ordre personnel et pas du tout institutionnel, et encore moins politique. Il peut y avoir une petite présence criminelle dans le pays, mais des réseaux de narcotrafiquants, non, ça n'existe pas. Le pouvoir minimise les faits. Pourtant, d'après un rapport de l'ONU, l'année dernière, plus de 100 tonnes de cocaïne produites en Bolivie ont été exportées vers les États-Unis et l'Europe. Une estimation qui serait en deçà de la réalité. À La Paz, nous retrouvons Jean, le trafiquant de drogue français en liberté conditionnelle. Ce matin, il a une dernière formalité à accomplir. J'ai besoin de plusieurs photos, 2 de profil et 2 de face. Oui, monsieur, c'est 3 €. Ok. Allez-y. Des photos pour compléter son dossier de liberté conditionnelle. À cause des 3 kilos de cocaïne découverts dans sa valise, Jean risque toujours 15 ans de prison. Je contrôle. Ça fait tout vraiment. Un condamné. Bien. Jean n'a pas le droit de quitter le pays. Pour éviter de retourner en prison avant son procès prévu dans quelques semaines, il a l'obligation de pointer tous les lundis au bureau de la police. Une simple formalité. Ah ben voilà, c'est la deuxième signature top. Libre. Là, j'ai la sécurité de ma liberté. Ça fait plaisir, hein, mon pote. Parce que tant que tu n'as pas signé, on ne sait jamais, hein, sur un contrôle, je me retrouve non, interdit. J'ai trop souffert et j'ai trop lutté pour cette liberté. Et je te lance la couleur. Hein. Je rentre plus en prison, c'est trop fatigant. Hein. À mon âge, il faut changer de métier. Mais si Jean veut échapper à sa condamnation, il va devoir fuir la Bolivie avant son procès. Alors pour mettre toutes les chances de son côté... Bonjour monsieur. Il a décidé de consulter un chaman. J'ai beaucoup de malchance ces derniers temps. Ça fait 4 ou 5 ans que j'ai des malheurs. J'ai besoin que vous me purifiez. Les chamans sont très populaires en Bolivie. Ils auraient le pouvoir d'ôter le mauvais sort et même de le faire partir en fumée. Tu vois, tout ça, c'est ta malchance. La malchance que tu avais avant. La malchance d'avant? Et dans le futur, est-ce que ça va changer? Oui, oui, tout va changer. Qu'est-ce qu'il voit dans la cendre, alors? Je sais pas, il interprète. Tiens, ça c'est une petite feuille de coca. Prends-la, elle va te porter chance. Non. C'est quoi ça? Elle me dit que c'est une plante, c'est une feuille qui me porte bonheur. La guarde. Oh putain. En tout cas, ce n'est pas gagné. Je vais enlever, tu vois, le mauvais sort que la cocaïne m'a porté. Je sais pas, il doit y avoir quelque chose, je sais pas. Et donc, comme je veux changer de vie, et je veux me charger d'énergie positive avant de partir d'ici. Jean rêve déjà de la France, mais s'enfuir de la Bolivie va s'avérer plus difficile que prévu.
Dans le Chaparré, les policiers antidrogue ont enfin ce matin l'espoir de mettre un trafiquant sous les verrous. Cet enquêteur en blouson jaune va filmer toute l'enquête. Lors d'un contrôle routier, une patrouille de nuit pense avoir repéré un colis suspect. Peut-être de la cocaïne, cachée dans ce bus. Les policiers pensent que le trafiquant est parmi les passagers. Dans les bras d'un policier, un carton qui contiendrait la drogue. À l'intérieur, une douzaine de canettes de lait concentré. C'est du travail bien fait. Faut s'appliquer pour faire ça. L'absence d'étiquette sur le carton a mis la puce à l'oreille du policier, qui décide alors de l'ouvrir. S'il y a du liquide, quand on le secoue, ça fait un certain bruit. Mais là, on sent bien qu'il y a quelque chose de solide. Après, j'ai aussi vu que l'étiquette n'était pas originale et que le fond de la boîte a été modifié, fermé différemment par rapport au dessus. J'ai enfoncé cet outil comme ça et en le ressortant, j'ai tout de suite senti une odeur, l'odeur caractéristique de la cocaïne. Mais il faut maintenant attendre le test chimique pour en être sûr. Mais avant de procéder au test, les policiers doivent attendre Madame la procureure. Bonjour madame. Nous avons trouvé un paquet sur le porte-bagages à l'arrière du bus. Sur le porte-bagages à l'arrière du bus. Oui, deux femmes étaient assises à côté. Il y a cette dame. Et l'autre aussi là-bas. Une des deux était vraiment très nerveuse. Une reconstitution est organisée avec les deux passagères suspectées. La femme, décrite comme nerveuse, c'est elle, ensuite à capuche bleue. Les autres voyageurs attendent à l'extérieur. J'étais d'abord assise à l'avant du bus. Vous étiez d'abord assise devant, c'est ça? Oui, juste avant qu'on arrive au contrôle. Je voulais dormir et le chauffeur m'a dit d'aller à l'arrière. Parce qu'au fond du bus, il m'a dit « Il y a un couloir, vous pouvez vous coucher ». La procureure a aussi des doutes. Elle confie l'interrogatoire à l'inspecteur Torres. C'est lui qui va mener l'enquête. La dame avec la petite fille, je ne pense pas. Mais celle qui a la peau foncée, c'est peut-être elle. Si, je t'assure. La femme au sweatshirt bleu est la principale suspecte. Elle va devoir assister à l'expertise des canettes de lait, avec les autres passagers du bus comme témoins. En présence de la procureure, l'inspecteur Torres procède à l'ouverture des canettes. On voit que la soudure a été refaite. C'est très fin, très fin. Du travail de pro. La petite quantité de lait concentré laissée à l'intérieur était censée tromper le nez ou les papilles des policiers antidrogue. C'est un réactif chimique et vous, comme moi, vous devez regarder le test. En ce moment, la couleur est rose. Et si c'est de la drogue, la couleur va devenir bleu turquoise. Si ça ne change pas, c'est que ce n'est pas de la drogue. Vous devez en être témoin. Ha cambiado a azul. A azul turquesa, ¿no? La femme suspectée ne semble pas très à l'aise. Il n'y a plus de doute. C'est de la cocaïne. On peut maintenant procéder au pesage. 3 kilos et 190 grammes. 3.190. Une belle prise pour les policiers antidrogue. Mais le plus dur reste à faire. Il faut maintenant réunir des preuves pour pouvoir accuser formellement cette femme en bleu. Tous les passagers assis à proximité du paquet contenant la cocaïne sont conduits dans la salle des interrogatoires.
et c'est elle qui passe en premier. Très vite, plusieurs témoignages la disculpent. C'est en fait un homme qui transportait la cocaïne. Il serait descendu du bus pendant le contrôle. Après 3 heures d'enquête, tout le monde est finalement relâché. Une déception pour la procureure qui reconnaît manquer de moyens. C'est très compliqué d'identifier les trafiquants. Comme vous avez pu le constater, ils trouvent des méthodes très sophistiquées pour passer la drogue. On a beaucoup de difficultés. Nous n'avons pas assez de policiers par rapport au nombre de personnes impliquées dans ce business. C'est très difficile de trouver la drogue et presque impossible d'attraper les trafiquants. Probablement que la majorité arrive à s'échapper. Un aveu d'échec. En Bolivie, passer entre les mailles du filet n'est pas un exploit. Pour contrôler cette région centrale du trafic de cocaïne, vaste comme 2 départements français, ils ne sont que quelques dizaines de policiers antidrogue. Toutes les fins de semaine, les policiers réunissent les saisies de cocaïne pour les détruire. Leur butin ce soir, 15 kilos. Une partie infime de la cocaïne produite dans cette région. La procureure est à chaque fois présente. Elle doit vérifier de ses yeux la destruction de la marchandise et éviter que certains fonctionnaires ne soient tentés d'en détourner une partie. Pour cette femme de loi, lutter avec si peu de moyens contre le trafic de cocaïne tout en autorisant la culture de la coca est un pari impossible. J'ai l'espoir qu'un jour on arrête de faire de la cocaïne. Mais ça va être difficile. Ça va être très difficile que notre pays arrête de cultiver la coca. Parce que c'est quelque chose de traditionnel et culturel. En 2010, la police antidrogue bolivienne n'a saisi que 15 tonnes de cocaïne. C'est bien peu au regard de ce qui est produit. À La Paz, la petite feuille de coca porte-bonheur, offerte à Jean par un chaman, n'a pas encore eu beaucoup d'effet. C'est au tribunal, dans le bâtiment des gardés à vue, que nous retrouvons le Français. Jean a été interpellé lors de son pointage hebdomadaire au bureau de la police. Un courrier adressé par un haut responsable de l'ambassade de France à la ministre bolivienne de la Justice a suspendu sa libération conditionnelle. Nous voudrions attirer votre attention sur le fonctionnement de la justice bolivienne qui libère nos citoyens narcotrafiquants récidivistes sans réelle garantie de présentation et avec à chaque fois de fortes présomptions de corruption. Il dit que je suis un mec dangereux. Sa sortie en liberté nous surprend que j'ai fait des faux certificats de domicile et d'emploi. C'est complètement faux, papa. Jean a peur de devoir accomplir l'intégralité de sa peine et de passer encore 12 ans en prison. Je me force pas, mais j'ai pris un coup dans la tête. Putain. La bataille va être dure, hein. Il faut que je sois très très fort dans ma tête, et il faut qu'on m'analyse. Voilà, je suis tout seul, papa. Dernier espoir de Jean, un avocat. Aussitôt informé, il vient lui annoncer qu'il a négocié une réduction de peine, 8 ans au lieu de 12. Mais Jean n'a que quelques secondes pour accepter ou se lancer dans un bras de fer judiciaire contre l'ambassade de France qui l'accuse. Il faut que tu prennes une décision. J'ai déjà parlé avec eux. Ils m'ont dit qu'ils allaient t'aider. Sinon, ça va être encore pire. Écoute-moi, écoute-moi. Le procureur m'a dit qu'il allait t'aider, qu'on allait pouvoir t'obtenir la peine minimum. Combien d'années? Il a dit 8 ans. C'est sûr, hein? Oui, c'est sûr. Parole d'homme. Parole d'homme, tu as ma parole. C'est dur. Mais attends, dans le zone, je suis dehors.
sors, j'ai pas de problème. Je sors libre. Jean a accepté la proposition de l'avocat, une condamnation à 8 ans de prison. Il a vite fait le calcul. En Bolivie, un trafiquant de drogue étranger peut être libéré pour bonne conduite au bout de 3 années seulement. Jean a déjà passé 19 mois derrière les barreaux. Il devrait donc être libre dans 17 mois. Plutôt une bonne nouvelle. À peine 2 heures plus tard, retour à la case départ, la prison de San Pedro. Ouais, Jean. Tu me vois pas là, je suis avec le journal là. Tu es où? Ah si, on te voit là. Alors écoute-moi, il y a des mecs qui sont sous les toits de Paris, moi je suis sous les toits de San Pedro. C'est pas grave, attends, papa, j'ai dormi dans des 5 étoiles, dans des draps le soir, je peux dormir avec une couverture et par terre, hein, ou la nuit étoilée. Sinon j'ai la pêche, tout va bien, voilà. Ça me peut faire aller une pige un peu plus, allez, pour Noël l'an prochain, pas cette année, l'an prochain je suis dehors. Dans les mois à venir, le président Evo Morales souhaite encore renforcer son soutien aux cocaleros. De quoi assurer un bel avenir à la petite feuille de coca et à tous ceux qui en vivent, à commencer par les trafiquants.